Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo, les démocraties en Europe, avec deux grandes parties. Dans un premier temps, je vais parler des démocraties dans l'Europe, avec une approche un peu historique, et dans un deuxième temps, une approche un peu plus politologue, avec les défis des démocraties en Europe. Alors, c'est parti! Au XIXe siècle, on a une augmentation du pouvoir du Parlement au détriment de ceux du monarque. Ce modèle va se généraliser. Alors, on va avoir l'affirmation des démocraties parlementaires, notamment avec la révolution au Royaume-Uni au XVIIe siècle, l'augmentation du droit de vote, des réformes électorales successives, le suffrage universel masculin n'arrivera au Royaume-Uni qu'en 1918. 1948 pour les femmes, rôle prépondérant de la Chambre des communes, qui va s'exporter dans les colonies britanniques, ce modèle, cette idéologie-là. La Révolution française est une rupture un peu plus violente, avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et une souveraineté nationale, avec une alternance de plusieurs régimes, mais ça a mis du temps à s'installer, mais le suffrage universel, lui, est arrivé dès 1848. Alors, on a des régimes parlementaires avec un exécutif bicéphale, avec un chef d'État et un chef de gouvernement. Le chef d'État peut être un roi ou un président, mais il partage sa fonction avec un premier ministre. Souvent, le Premier ministre a plus de pouvoir, notamment au Royaume-Uni, car il est élu. Responsabilité politique d'un gouvernement devant le Parlement, la Chambre basse, en cas de bicaméralisme. Au Royaume-Uni, on a un bipartisme qui évolue aujourd'hui, ce sont des travailleurs contre les conservateurs, à cause du mode de scrutin à un tour. On n'a pas le temps d'avoir 15 partis. Alors, ça s'est développé dans toute l'Europe, comme j'ai dit, et en France, on a un régime semi-présidentiel. Faut pas oublier l'histoire de la 3e et de la 4e République, où le président avait peu de pouvoir à cause de la mémoire du coup de chien qu'avait fait Napoléon III, qui avait renversé la Seconde République pour devenir empereur. Mais on a une évolution de nos institutions qui vont amener aux institutions de la 5e République. Il y a une distinction entre démocratie majoritaire et démocratie consciative. Mais la démocratie majoritaire est majoritaire. Alors, charte distingue deux types de démocratie. Des systèmes compétitifs et conflictuels. Le pouvoir est chez la majorité, même quand elle est faible, même si c'est une petite majorité. Il y a une place accordée dans l'autre type de démocratie, il y a des places accordées à différentes communautés religieuses ou linguistiques, avec une prise de décision plus consensuelle. Par exemple, en Suisse, on a un conseil fédéral avec tous les partis, avec des germanophones et des francophones, avec des hommes, des femmes, des protestants et des catholiques, ce qui est un système qui permet de retranscrire la diversité de la société suisse. Bon, on a les démocraties aussi post-communistes. Démocratie populaire pour bien se distinguer de démocratie libérale, c'est différent. Il y a un monopole du parti communiste, l'appareil d'État, pour parler de parti-État littéralement, parce que les deux sont très liés. Une concentration du pouvoir entre les mains d'une minorité et une personnalisation du pouvoir, comme avec Staline ou Ceausescu en Roumanie. Alors, avec des assemblées parlementaires réunies que quelques jours par an, très disciplinées, avec des chambres d'enregistrement, des élections pas compétitives, une justice qui est contrôlée, et la démocratisation de ces pays-là va poser énormément de questions. Par exemple, en Yougoslavie, ça va finir en guerre civile. Ça pose la question des violences et de la transition pactée, la question du modèle de régime aussi, de type des régimes républicains vont s'imposer avec un régime parlementaire. Certains, ça va être semi-présidentiel, comme la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, ou encore la Slovaquie. Mais le président a moins de pouvoir que le Premier ministre et un rôle de médiateur. Les parlements ont un rôle central dans la démocratisation dans ces pays-là dans les années 90. Ils sont comparables avec les parlements à l'ouest de l'Europe au 19e siècle. Les lois électorales favorisent le pluralisme avec un scrutin proportionnel ou mixte. Avec des partis politiques qui s'appellent pas partis politiques, parce que bon, c'est une notion qui rappelle les communistes, donc voilà. On va faire gaffe, on va appeler ça des forces civiques, on va mettre en place un contrôle de la constitutionnalité, parce que les libertés fondamentales sous les communistes, c'était pas ça qu'était ça. On va adhérer à l'Europe, parce que c'est quand même le parangon de la démocratie. Mais la Pologne est un gouvernement eurosceptique. Bon, la démocratisation est spécifique en ex-URSS. Les pays baltes sont un cas particulier. Autrement, il y a une faible compétition politique, notamment en Russie, une justice sélective, il n'y a pas de manière cohérente pour la justice.
On a ça qui se met en place et on a beaucoup de corruption. Gelman va parler d'autoritarisme électoral. Bon, on va passer au défi. Premièrement, la personnalisation du pouvoir politique. Ça va de pair avec la concentration des pouvoirs dans l'exécutif. Le Parlement a moins de pouvoir. Il y a des grandes figures présidentielles ou un Premier ministre. On s'en rend compte, par exemple, au Royaume-Uni, 90% de l'initiative des lois vient du Parlement. On a une présidentialisation et une primo-ministérialisation. Voilà. On a une médiatisation du jeu politique avec une démocratie de l'opinion, une concentration du pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui décide de l'agenda, du programme. On a une centralité du leader durant l'élection et la campagne, même si cela est un peu freiné par le principe de primaire qui empêche d'avoir un chef naturel. Il ne s'impose pas parce que il est tellement fort, non, il s'impose parce qu'on lui met un petit bulletin. Et aussi pendant l'élection, parce qu'on voit sa tête partout en 4x4, bam, la tête est plus grosse que le logo du parti, par exemple. On a des exemples historiques, par exemple avec le général de Gaulle ou Margaret Thatcher. Mais nous avons aussi des exemples contemporains, comme Viktor Orban en Hongrie. Alors, ça permet de nuancer un petit peu. Ça a toujours existé, comme je vous l'ai dit avec les deux exemples historiques et contemporains. C'est de plus en plus encadré par la loi, parce qu'il y a quand même des règles, on ne fait pas n'importe quoi. On a une juridicisation, donc voilà, il y a quand même des règles, c'est quand même limité, quoi. Un coup, un putsch dans une démocratie bien installée, c'est quand même chaud à faire, même si on peut voir certaines pratiques qui peuvent poser question. Alors, la mondialisation, qui est un frein à la personnalisation du pouvoir. Comment veux-tu avoir un pouvoir si tu es dans une masse géante? Il y a la question de l'impact. On a Jean-Claude Monod. Qu'est-ce qu'un chef en démocratie? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une démocratie acéphale? Et la personnalisation est un obstacle pour un pouvoir impersonnel de l'économie. Nous avons aussi l'évolution de la participation citoyenne. La participation électorale chute depuis les années 1970-80. Si le régime parlementaire est, les législatives sont plus fortes. L'âge de la démocratie ne compte pas car certains s'abstiennent alors que le pays est une jeune démocratie. On le voit bien un petit peu sur certaines élections en Europe de l'Est. L'adhésion aux partis politiques chute parce que les partis politiques mutent aussi. C'est une constante plus importante chez certains. Alors, est-ce qu'on parle de dépolitisation? Non, car il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Par exemple, il y a les mouvements protestataires qui se sont diversifiés, qui sont quand même quelque chose d'important en démocratie. Ça prouve quand même qu'il y a une politisation. Quand il y a des mouvements sociaux contre la politique du gouvernement, c'est qu'il y a une interrogation sur la politique. On a les nouvelles technologies qui investissent le champ politique. Aujourd'hui, tu peux faire de la politique sur YouTube, tu peux faire de la politique sur les réseaux sociaux. Donc ça donne pas mal de nouveaux champs. Les nouvelles générations sont politisées autrement, c'est en lien aussi avec les nouvelles technologies, c'est ici, le monde bouge. Et on a l'exemple des Indignants en Espagne avec la question de la démocratie réelle. Et le développement aussi de la démocratie participative qui montre une politisation, qui est plus un instrument de la démocratie directe. En conclusion, la démocratie en Europe a une longue histoire parlementaire, communiste, de démocratisation. Cette démocratie en Europe doit faire face à plusieurs défis, tels la personnalisation du pouvoir ou la question de la participation citoyenne. Mais avec une histoire de 200 ans, elle a les ressources pour s'adapter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!